Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, éducation, l'annulation des examens du deuxième trimestre ne concerne que les classes de terminale. Santé, plus de 22 000 cas de tuberculose, dont la plupart extra-pulmonaires, ont été déclarés en Algérie en 2014. Crash d'un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings dans les Alpes en France. Nucléaire iranien, les négociations avec l'Iran espionné par Israël, assure le Wall Street Journal. L'ONU dénonce les violations des droits de l'homme par Israël dans les territoires occupés. Côté économie, le ministre de l'énergie Youssef Yousfi participera jeudi et vendredi à Berlin à une conférence sur la transition énergétique dans le monde, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Cet événement regroupera des ministres en charge de l'énergie, des responsables de la politique étrangère énergétique, des représentants des milieux industriels et des acteurs du monde scientifique, administratif et de la société civile. Lors de cette conférence intitulée « Dialogue de Berlin sur la transition énergétique », M. Yousfi prendra part à un panel ministériel sur les projets phares internationaux des énergies renouvelables, précise le communiqué du ministère de l'Énergie. L'objectif de cette conférence, organisée par le gouvernement allemand en collaboration avec la Fédération allemande pour les énergies renouvelables, est de donner une impulsion à la transition énergétique mondiale et de permettre d'élaborer des suggestions en vue de futurs choix politiques en matière d'énergie. En marge de ce rendez-vous, le ministre rencontrera son homologue allemand, Sigmar Gabriel, avec lequel il procédera à la signature de la déclaration d'intention commune algéro-allemande pour un partenariat énergétique. Dans le secteur de l'éducation, l'annulation des examens du deuxième trimestre ne concerne pas les élèves de première et deuxième année, ni ceux des cycles premières et moyens, a affirmé mardi à Alger la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit. Les examens sont nécessaires, voire obligatoires pour les élèves de première et deuxième année secondaire et des cycles primaires et moyens, notamment les candidats au brevet d'enseignement moyen, a déclaré la ministre à la presse en marge de la journée parlementaire sur la réforme du système éducatif algérien. Compte tenu de l'importance de l'évaluation des 3 trimestres pour accéder aux classes supérieures, les examens doivent avoir lieu pour les différents cycles, à l'exception des classes terminales, a insisté la ministre. Le recours du ministère à l'annulation des compositions du deuxième trimestre pour les élèves de terminale, qui ne les ont pas passés en raison de la grève, vise à rattraper le retard accusé dans les programmes, a-t-elle expliqué, indiquant que le secteur veille à ce que les élèves se concentrent davantage sur leurs cours. Des négociations pour la revalorisation des salaires, primes et indemnités des travailleurs des ports algériens se déroulent actuellement entre la Fédération nationale des travailleurs des ports algériens et l'ensemble des PDG des ports d'Algérie, a-t-on appris lundi des sources proches de l'entreprise portuaire d'Alger. Selon l'EPAL, ces négociations interviennent dans le cadre de la convention de branche entamée déjà depuis 2010. En outre, toutes les primes et indemnités ont fait l'objet d'un accord de revalorisation accepté par les deux parties, précisant de même source. Le PAL a par ailleurs expliqué dans un communiqué que ces négociations ne se déroulent pas uniquement entre le président-directeur général et les travailleurs de l'entreprise, mais se tiennent à un niveau supérieur, puisqu'elles concernent tous les gestionnaires des ports d'Algérie avec la FNTA. La poursuite de ces discussions dans un climat serein et responsable pour définir un nouveau salaire de base est prévue lors d'une réunion le 9 avril prochain entre la FNTPA et les entreprises portuaires au niveau national, ajoute la même source. Le président de la FNTPA, M. Lazari Adjabi, a appelé de son côté l'ensemble des travailleurs à faire preuve de responsabilité et de ne pas s'adonner à la polémique, alors que les négociations avancent dans de bonnes conditions, a-t-il précisé avant d'appeler les travailleurs à faire preuve de patience pour arriver à obtenir des résultats au-delà de leurs revendications. Par ailleurs, l'EPAL a annoncé que les négociations pour la revalorisation des salaires, primes et indemnités, entamées depuis quelques semaines, se déroulent dans de bonnes conditions et dans un climat serein et responsable entre les directeurs des ports du pays et les syndicalistes de la FNTA. La date d'effet des augmentations qui seront décidées par les deux parties est fixée au 1er janvier 2015, alors que leur mise en application interviendra immédiatement après la signature de la nouvelle convention, précise le PAL. Le ministre des Travaux publics Abdelkader Kadi a affirmé à Constantine que le contournement du tunnel de Djebel Ouesh sur l'autoroute Est-Ouest sera livré en juin prochain. M. Kadi a exhorté le groupement de 4 entreprises en charge des travaux à renforcer les moyens d'intervention, à approvisionner convenablement le chantier, optimiser les heures de travail et à déployer davantage d'efforts pour terminer les travaux dont le taux d'avancement dépasse actuellement les 40%.
Le ministre a également demandé au groupement chargé de l'exécution du projet de confirmer la stabilité du sol par une ultime étude d'expertise pour leur bureau d'études pour éviter d'éventuels problèmes et glissements de terrain inhérents à la présence d'eau. Le volet pratique de cette étude d'expertise figure parmi les points devant être débattus devant une séance de travail restreinte et à huis clos que le ministre présidera mardi à Constantine. M. Qadi a achevé sa visite par l'inspection des travaux en phase d'achèvement du projet d'élargissement de la rue adjacente à la gare ferroviaire et reliant les ponts de Sidi Rachid et de Bab el-Qantara au centre-ville. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales œuvre à faire figurer tous les Algériens nés à l'étranger sur le registre national de l'état civil, a affirmé lundi à Sétif le secrétaire général du MICL, Ahmed Adli. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, qui poursuivait une visite de travail dans la wilaya de Sétif, a ajouté que cette mesure permettra surtout aux citoyens qui résident loin de la capitale de ne plus avoir à se déplacer jusqu'au ministère des Affaires étrangères pour retirer un extrait de naissance. Côté diplomatie, l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emier, a indiqué lundi à Alger que la relation politique, humaine, culturelle, économique et sociale qui lie la France à l'Algérie est unique. La relation politique, humaine, culturelle, économique et sociale qui lie la France et l'Algérie est unique, fondée sur l'histoire, la géographie, sur des échanges de population permanents, a déclaré l'ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emier, lors d'une allocution prononcée à l'occasion d'une cérémonie de remise d'insignes d'officier de la Légion d'honneur à l'ambassadeur du Japon en Algérie, Masaya Fujiwara. Le diplomate français a, dans ce contexte, mis en évidence l'excellence des relations entre la France et l'Algérie. De son côté, l'ambassadeur du Japon en Algérie a indiqué qu'il ferait tout son possible pour le renforcement des relations algéro-japonaises et du partenariat triangulaire algéro-franco-japonais, soulignant que sa mission dans un grand pays comme l'Algérie était un honneur et relevait du défi. Sur le plan international, ce drame aérien dans le sud de la France, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé mardi dans les Alpes de Haute-Provence, dans la région de Digne-les-Bains, d'après la gendarmerie et la direction générale de l'aviation civile. Aucune personne n'a survécu au crash. La DGAC a confirmé le crash de l'avion. Celui-ci volait en direction de Barcelone depuis Düsseldorf. Il y avait 142 passagers à bord et 6 membres de l'équipage. Le président français a déclaré après ce crash que les conditions de l'accident de l'Airbus A320 laissent penser qu'il n'y a aucun survivant parmi les 148 personnes à bord. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place, a ajouté François Hollande. Le Premier ministre Manuel Valls a dit de son côté qu'une cellule de crise interministérielle a été mise sur pied, tout en déclarant ignorer les raisons de ce crash. Par ailleurs, le roi d'Espagne Philippe VI a été accueilli mardi à midi pour sa première visite d'État en France, endeuillé par la tragédie du crash de l'avion de la compagnie Germanwings qui avait décollé de Barcelone à destination de Düsseldorf. L'avionneur européen Airbus n'était pas en mesure aujourd'hui à la mi-journée de faire des commentaires sur l'accident de l'A320 de la compagnie Lufthansa. Nous n'avons aucune information sur les circonstances de l'accident, a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Airbus, précisant simplement avoir ouvert une cellule de crise. Il s'agit du premier crash d'avion de ligne sur le sol français depuis l'accident du Concorde à Gonesse, près de Roissy en juillet 2000. En Égypte, le Conseil de la Ligue arabe s'est réuni mardi à Sharm el-Sheikh pour l'élaboration du projet d'ordre du jour du sommet arabe et des projets de résolution à soumettre au Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères, prévu jeudi prochain. Le projet de l'ordre du jour du sommet arabe comporte plusieurs points relatifs à la situation dans le monde arabe, notamment les derniers développements de la question palestinienne, les développements du conflit arabo-israélien, la relance de l'initiative arabe de paix, la levée du blocus imposé à Gaza et sa reconstruction, la question des réfugiés et la crise financière de l'UNRWA. Les projets de résolution portent sur la situation au Liban, en Irak, au Yémen, en Libye, en Somalie et en Syrie, la préservation de la sécurité de la nation arabe, la lutte contre les groupes terroristes extrémistes, l'amendement de la charte de la Ligue arabe et le statut amendé du Conseil arabe de paix et de sécurité. Israël a espionné les négociations sur le programme nucléaire iranien entre Téhéran, les États-Unis et 5 autres puissances, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Israël a rapidement démenti les informations du quotidien américain, les qualifiant de contraires à la vérité. Selon le journal qui cite des responsables américains, l'opération israélienne visait à infiltrer les discussions et servir à constituer un dossier pour s'opposer au terme de l'accord en cours de négociation.
Outre la pose de micro, Israël a obtenu des informations de briefings américains confidentiels, d'informateurs et de contacts diplomatiques en Europe, selon les sources citées par le quotidien américain. Plus que par l'espionnage, la Maison-Blanche a été irritée par le fait qu'Israël avait partagé ces informations confidentielles avec des élus américains en vue de saper le soutien à un accord sur le programme nucléaire iranien auquel s'opposent de nombreux républicains. C'est une chose pour les États-Unis et Israël de s'espionner mutuellement. C'en est une autre qu'Israël aille voler des secrets aux États-Unis et les fasse écouter à des élus américains pour saper la diplomatie américaine, écrit le Wall Street Journal, citant un haut responsable américain. Les services de contre-espionnage américains ont découvert l'opération lors de l'interception de communications entre responsables israéliens. Ces communications contenaient des précisions qui ne pouvaient provenir que des discussions confidentielles, selon la même source. En Israël, le ministre sortant des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a assuré qu'Israël doit défendre ses intérêts en matière de sécurité et nous avons nos propres services de renseignement. Mais nous n'espionnons pas les États-Unis. Il y a suffisamment de participants à ces négociations, y compris les Iraniens, a-t-il commenté en Israël. À Washington, le Congrès est engagé depuis des mois dans un bras de fer avec l'administration Obama. Les républicains majoritaires, critiquant par avance l'accord que se prépareraient à conclure les grandes puissances avec l'Iran pour l'empêcher de se doter de la bombe atomique. De nombreux démocrates se disent également sceptiques et prêts à agir par la voie législative pour contrecarrer tout accord qui ne démantèlerait pas suffisamment l'infrastructure nucléaire iranienne. Les négociations doivent reprendre en Suisse mercredi, avant une date butoir fixée à la fin du mois pour un accord politique. Au Proche-Orient, les Nations Unies ont dénoncé lundi la poursuite par Israël de la colonisation et les violations des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, qui minent les perspectives de paix et fragilisent une solution à deux États palestiniens et israéliens. Les violations des droits de l'homme en Cisjordanie, y compris le Quds Est occupé, sont à la fois la cause et la conséquence de l'occupation militaire et de la violence actuelle, dans un processus cyclique ayant de plus larges implications pour la paix et la sécurité dans la région, a déclaré lundi la haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme, Flavia Pansieri. L'agression militaire israélienne de 50 jours à Gaza à l'été 2014, qui avait provoqué la mort de 2200 Palestiniens dont des femmes et des enfants, faisait partie d'une troisième escalade alarmante des hostilités des forces d'occupation en 7 ans. Les Palestiniens de Gaza continuent à en ressentir les conséquences dévastatrices, a-t-elle estimé. À la lumière de l'impunité persistante concernant les opérations passées, des doutes demeurent concernant la volonté des autorités israéliennes de garantir la reddition des camps, a-t-elle dit. Les Palestiniens entendent déposer dès le 1er avril à la Cour pénale internationale leur première accusation de crimes de guerre contre des dirigeants israéliens. Cette perspective pourrait susciter des améliorations en matière de mécanismes de lutte contre l'impunité, a-t-elle ajouté. Le rapport de l'enquête sur l'agression israélienne contre Gaza sera normalement déposé en juin 2015. Les autorités d'occupation israéliennes ont toujours refusé de collaborer avec la commission d'enquête de l'ONU. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a appelé lundi à mettre fin à une occupation qui dure près de 50 ans, martelant son attachement à une solution à deux États, israélien et palestinien, et dénonçant une nouvelle fois les propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou sur le sujet. Nous ne pouvons simplement pas faire comme si ces propos n'avaient jamais été prononcés ou ne soulevaient pas de questions sur l'engagement du Premier ministre à atteindre la paix à travers des négociations directes, a déclaré Denis McDonough, secrétaire général de la Maison-Blanche, évoquant les déclarations troublantes de Netanyahou. Les États-Unis ne cesseront jamais de travailler en faveur d'une solution à deux États, a-t-il poursuivi, jugeant, lors d'un discours à Washington devant l'organisation G Street, qu'il fallait mettre fin à une occupation qui a duré près de 50 ans. Après la large victoire de son parti à l'issue des élections du 17 mars, Netanyahou a changé de discours, assurant, dans de nombreuses entrevues accordées à des médias américains, qu'il n'était en réalité pas opposé à l'idée d'un État palestinien coexistant avec Israël. Mais cette volte-face n'a pas convaincu la Maison-Blanche qui a annoncé son intention de réévaluer sa position vis-à-vis d'Israël à l'ONU, où les États-Unis lui apportent traditionnellement un soutien indéfectible. Au Sénégal, Karim Wade, ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, a été condamné lundi à 6 ans de prison ferme et plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Karim Wade était accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de son père. Son patrimoine comprend, selon l'accusation, des sociétés au Sénégal et l'étranger,
des comptes bancaires, des propriétés immobilières et des voitures. Il a été condamné lundi à 6 ans de prison ferme et plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite par une juridiction spéciale qui n'a pas assorti sa condamnation d'une privation des droits civiques. La défense a annoncé que leur client allait se pourvoir devant la Cour suprême. 13 civils, passagers d'un car qui se rendait dans le sud de l'Afghanistan, ont été abattus par des hommes armés dans la nuit de lundi à mardi dans la province de Wardak, près de la capitale afghane, Kaboul. 13 personnes, dont une femme, ont été abattues par des hommes armés à Aftasiab, dans la province de Wardak, dans la nuit de lundi à mardi vers 1h du matin. Les meurtriers avaient choisi leurs victimes parmi les passagers du bus avant de les tuer un par un. Les talibans ont démenti toute relation avec cette attaque, ce qui soulève la crainte de l'implication de Daesh, donc d'une avancée de ce groupe en Afghanistan. Retour en Algérie avec de la santé, plus de 22 000 cas de tuberculose, dont la plupart extra-pulmonaires, ont été déclarés dans le pays en 2014, ont annoncé mardi à Alger des représentants du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Sur les 22 153 cas de tuberculose diagnostiqués en 2014, 8 445 seulement sont pulmonaires contagieux. Les 13 708 cas restants, soit environ 62%, sont extrapulmonaires, a indiqué le chargé du programme national de lutte contre la tuberculose, Sofiane Ali Halassa, lors d'une rencontre organisée à l'Institut national de la santé publique. Il a relevé que si l'incidence de la tuberculose pulmonaire contagieuse a baissé de 10 cas sur 100 000 habitants depuis 2001, celle de la tuberculose extrapulmonaire a par contre enregistré une progression et a atteint un niveau relativement élevé. L'Algérie se place en incidence moyenne sur le plan mondial quant à la propagation de cette infection, a fait remarquer M. Ali Halassa. Pour sa part, le directeur général de la prévention au ministère de la Santé, Smaïl Msbah, a confirmé que même si l'Algérie a réussi à inverser la tendance de la tuberculose pulmonaire vers la baisse, la tuberculose extrapulmonaire est aujourd'hui à relever. Les spécialistes ont recommandé de consolider les résultats de la lutte contre la tuberculose pulmonaire et de faire en sorte de renforcer la lutte contre son autre forme. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numedia News.